Donc, il s'agit d'un condensateur plan. Vous avez donc de lames conductrices, deux armatures. Vous avez deux armatures conductrices, ce qui me donne donc mon condensateur plan. Vous avez un premier conducteur et un second. Et l'espace, je l'ai rempli par 5 lames en matériaux d'électrique. Vous pouvez considérer donc 5 plastiques différents, par exemple 5 lames de plastique juxtaposées à l'intérieur. S'il n'y a pas de lame, je sais calculer la capacité du condensateur. Je sais calculer cette capacité s'il n'y a pas de lame. C'est quoi alors cette capacité s'il n'y a pas de lame? C'est epsilon 0, parce qu'il n'y a que du vide dans ce cas-là. Epsilon 0 S, S c'est la surface des armatures, sur E, E c'est E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5, s'il n'y a pas de lame. Mais maintenant avec des lames, s'il y a une seule lame, je remplace epsilon par epsilon 0. Epsilon 0 par epsilon, s'il y a une seule lame. Mais maintenant j'ai 5 lames. Comment calculer la capacité de ce condensateur? Et c'est ça l'objectif de l'exercice. Comment calculer la capacité de ce condensateur avec différentes lames? Comment le calculer? C'est ça la question. Donc, je répète. Dans l'exercice 5, j'ai un condensateur plan. La surface des armatures, c'est S, cette surface-là. L'épaisseur du condensateur, c'est E. L'espace entre les armatures, c'est du vide. Donc, l'équivalent, c'est ce schéma-là. Donc, vous avez E. Vous avez ici le vide. C'est un condensateur plan. La surface S. C, c'est epsilon 0 S sur E. Si maintenant je remplis la totalité du vide par une lame, si je remplis tout l'espace par une seule lame, remplissant tout l'espace, condition remplissant tout l'espace entre les armatures, l'espace inter-armature. Si j'ai une seule lame, à ce moment-là, ça va devenir C' égale à epsilon 0, epsilon R, S sur E. C'est le cas d'une manipulation que vous allez voir en TP. Epsilon 0, S, tout l'espace entre les armatures est rempli par le diélectrique. C', c'est-à-dire la nouvelle capacité avec le diélectrique. Si au lieu du vide, j'ai le diélectrique, voilà l'expression de la capacité. Epsilon 0, epsilon R, S sur E. Il s'agit d'un condensateur plan. Mais maintenant, dans notre situation, l'espace est rempli par plusieurs lames diélectriques. L'espace est rempli par plusieurs lames diélectriques. Voilà. J'ai donc mes deux conducteurs. Conducteur 1, c'est l'armature 1, parce que les armatures sont toujours des conducteurs. Un condensateur est fait par deux conducteurs. Deux métaux, deux conducteurs, c'est-à-dire une lame conducteur, un matériau conducteur 1 et un matériau conducteur 2. Les surfaces qu'on regarde, on les appelle des armatures. Cette fois-ci, je remplis cet espace par 5 lames de plastique. Voilà la première lame, la seconde, etc., etc., etc. Donc, tout l'espace est rempli par 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 lames de plastique. Voilà. Et j'ai donc un condensateur plan. J'ai la même surface, voilà, et j'obtiens donc mon condensateur. Voilà, j'obtiens mon condensateur. Voilà, j'ai epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4 et epsilon 5. C'est des lames
la face parallèle, donc, c'est des lames d'électrique. C'est quoi l'expression de C? C'est ça la question, c'est l'objet de l'exercice. Objet de l'exercice. Comment calculer C? Comment calculer la nouvelle capacité C'? Ou bien C, bon, tout simplement. Eh bien, l'idée, c'est de montrer, on vous demande de montrer qu'il s'agit là, que tout se passe comme si on a 5 condensateurs associés en série. Donc, un premier condensateur associé en série avec un second, associé en série avec, voilà. Voilà. Là, vous avez les conducteurs, vous avez les bords, si vous voulez, donc, voilà, vous avez, voilà, montrer que vous avez là, donc, un premier condensateur, donc, d'épaisseur epsilon, d'épaisseur 1, de diélectrique epsilon 1, un second condensateur d'épaisseur E2, de constante epsilon 2, un troisième E3, voilà, un quatrième, etc. Voilà, epsilon 5, epsilon 4, epsilon 3. Voilà, montrez que vous avez ceci. C'est ça la question. Il faut d'abord comprendre l'exercice, l'objet de l'exercice. Montrez que tout se passe comme si vous avez, comme si, on n'a pas, mais comme si on a 5 condensateurs associés en série. Eh bien, pour répondre à la question, il y a d'abord un rappel quelque part. Alors, j'ai un rappel ici. Alors, je lis d'abord l'exercice. Un condensateur C, un condensateur de capacité C rempli entre ses armatures et parallèlement à celle-ci par 5 lames, etc., d'épaisseur, etc. On note la densité de charge réelle par sigma. La densité de charge réelle sur l'armature du condensateur. C'est-à-dire sur l'armature, vous avez ici sigma, vous avez Q, et vous avez S, la surface, et vous avez sigma égale à Q sur S. Voilà. Là, vous avez moins sigma, et là, vous avez plus sigma. Là, vous avez moins Q sur S. Voilà. Et la DDP entre les bornes, entre les deux armatures, c'est V. Voilà, montrer que vous avez alors une association série. Alors, rappel, dans une association série de condensateurs, tous les condensateurs associés portent la même charge. Si la charge de ce condensateur, le condensateur équivalent est celui-là. Voilà, ça c'est le condensateur équivalent de tous ces 5 condensateurs. C'est équivalent. Donc, ce qu'on a ici, c'est le condensateur équivalent. Il porte la charge Q. Si le condensateur équivalent porte la charge Q, voilà, le condensateur équivalent porte la charge Q. Il a ici plus Q, il a moins Q. Quelle est la charge du condensateur 1? C'est une question à vous. Le condensateur équivalent, qui est celui-là, c'est le condensateur équivalent. Le condensateur équivalent porte la charge Q. Quelle est la charge du condensateur C1? J'attends votre réponse. Je sais qu'on m'a dit qu'on a une association série de condensateurs. Bien sûr, ces condensateurs peuvent être remplacés par un seul, qui s'appelle le condensateur équivalent. Et on m'annonce que la charge du condensateur équivalent, c'est Q. Quelle est la charge du condensateur 1? Eh bien, vous avez ici la réponse dans le rappel. Dans une association série de condensateurs, tous les condensateurs associés portent la même charge Q.
qui est la même, la même que celle du condensateur équivalent. Donc, si le condensateur équivalent a la charge Q, quelle est la charge du premier condensateur? Encore une fois, je pose la question. Pas de réponse? Je vais voir s'il y a quelqu'un. Vous n'avez pas de réponse? Eh bien, vous avez, si le condensateur équivalent porte la charge Q, chacun de ces condensateurs porte la même charge. Vous avez Q, vous avez plus Q, moins Q, etc. C'est le phénomène d'influence que vous avez vu en électricité de S2. Là, vous avez plus Q, moins Q, donc la charge du condensateur A, c'est Q. Là aussi, vous avez la neutralité. Et là, vous avez ici plus Q, moins Q, plus Q, moins Q, etc. Moins Q. Voilà. Donc, tous les condensateurs équivalents. Quelle est la charge du premier condensateur? C'est Q. C'est la charge de la, par définition, c'est la charge de la plus, de l'armature positive, ou bien portée au potentiel le plus élevé. Donc, la charge du condensateur 1, c'est Q, la même que celle du condensateur 2, la même que celle du condensateur du cinquième condensateur. La même que celle du condensateur équivalent, parce que le condensateur équivalent, c'est quoi? C'est le condensateur formé par cette armature et celle-là, tout simplement. Là, je lis la charge Q, je l'ai plus Q, et là, je l'ai moins Q. Donc, la charge de la lame, c'est celle-là. Cette lame, c'est celle-là. Enfin, ce conducteur. Cette armature, c'est celle-là. Cette armature, c'est celle-là. Donc, quelle est la charge portée par le condensateur équivalent CQ? Elle est la même que celle du condensateur 1, condensateur 2, etc. Donc, dans une association série de condensateurs, tous les condensateurs associés portent la même charge Q, qui est la même que celle du condensateur équivalent. Donc, ils ont la même surface. S'ils ont la même surface, donc ils auront la même densité de charge sigma. Je prends cette surface, je divise Q par cette surface S, je trouve la même chose que si je la divise ici. Q sur S, c'est toujours le même sigma. Donc, si les armatures ont la même surface, c'est le cas ici, donc on a la même densité sigma sur toutes les armatures. Sur toutes les armatures. Voilà. Alors, montrer que le condensateur C peut être assimilé à 5 condensateurs associés en série. Eh bien, si vous avez, on vient de voir que les condensateurs associés en série portent la même charge Q. Chacun porte chacun la même charge Q. Donc, Q sur S, ça me donne, on va voir que ça me donne D, ça me donne le vecteur excitation. Q sur S, ça me donne le vecteur excitation. Donc, pour savoir, donc, si vous avez des condensateurs associés en série, vous avez deux critères. Vous avez les potentiels qui s'ajoutent, le potentiel associé, le potentiel du condensateur appliqué au condensateur équivalent V, le potentiel V est égal à V1 plus V2 plus V3 plus V, enfin c'est la somme des potentiels aux bornes de chaque condensateur. Le potentiel, c'est la somme du potentiel, ou bien l'ADDP. L'ADDP aux bornes du condensateur équivalent est la somme des DDP, ou bien des différences de potentiel aux bornes de chacun des condensateurs associés. Donc, V est égal à sigma de VI, et vous avez DI qui est le même. Le vecteur excitation électrique est le même. Donc, dans une association série de condensateurs, vous avez, c'est de condensateurs plans, dans une association série de condensateurs plans de même surface S. Dans chaque condensateur, dans chaque espace interarmature, vous avez le même DI, la même excitation électrique.
la même excitation électrique. C'est une conséquence du fait qu'on a la même charge. C'est une conséquence du fait qu'on a la même charge pour chacun des condensateurs associés. Donc, c'est ce qu'il faut montrer ici. Pour montrer que le système est équivalent à 5 condensateurs associés en série, donc il faut montrer que l'excitation électrique est la même dans chaque lame. Il faut montrer que l'excitation électrique est la même dans chaque lame. Donc, pour répondre à la question montrer que, eh bien, il faut montrer qu'on a la même excitation électrique parce que la condition 1 est satisfaite. Maintenant, il faut montrer que la condition 2 est satisfaite. Quelle est l'excitation électrique? Montrer qu'on a dans chaque lame diélectrique, l'excitation électrique est la même. C'est ce qu'il faut montrer. Comment le montrer? J'utilise la relation de passage. Dans le conducteur 1, dans ce conducteur, parce que l'armature c'est un conducteur, je prends un point M0 au voisinage de l'interface et un point M1 dans la lame diélectrique 1. Là, vous avez la première lame diélectrique au voisinage de l'interface entre le conducteur, entre l'armature, entre le conducteur et M1. Donc, j'ai ici l'armature qui est l'interface. Dans le conducteur, c'est M0, dans la lame, c'est M1. Donc, je cherche à trouver l'excitation électrique dans la lame 1, c'est-à-dire D1. Et là, j'écris les relations de passage. Avant, les lignes de champ dans un condensateur plan sont parallèles et ces lignes de champ sont perpendiculaires aux faces. Donc, les lignes de champ de E et D sont perpendiculaires aux faces des lames. Donc, D est égal à DL. Le vecteur excitation électrique est réduit à sa composante normale dans chaque lame parce que les lignes de champ sont perpendiculaires aux faces. Je prends donc le point M0 et le point M1. Le point M0 dans le conducteur, au-dessus de l'armature. Le point M1 dans la lame isolante, au-dessous de l'armature, juste au voisinage. Et j'ai donc D en M1 moins D en M0, Dn moins Dn1 moins Dn2, à quoi il est égal? D en M1 moins D en M0, ça me donne sigma L. Sigma L. Sigma L, c'est Q sur S. C'est quoi D en M0? Voilà ce que j'ai écrit ici. D en M1 moins D en M0, c'est sigma L, c'est Q sur S. C'est quoi D en M0? C'est quoi D en M0? 0. Très bien. Pourquoi? Parce que D, c'est epsilon 0 fois E plus P. P dans le conducteur, c'est 0, et E dans le conducteur, c'est 0. Il n'y a pas de polarisation dans le conducteur. Ce sont les diélectriques qui se polarisent. Les conducteurs ne se polarisent pas. Donc, P est égal à 0 dans le conducteur, et E égale à 0 dans le conducteur. Donc, D en M0, c'est 0. Je déduis alors que D en M1, c'est quoi? D en M1, c'est sigma. Je connais sigma parce que je connais Q. D'ailleurs, il est donné. On m'a dit que donc, Q, sigma est donné. Sigma, c'est bien les charges réelles développées sur cette armature. Moins sigma, c'est les charges réelles développées ici. Et dans les lames, il n'y a pas de charge réelle. Il n'y a que des charges de polarisation. Les lames ne sont pas chargées. Mais ce qui est chargé, c'est le condensateur. Et le condensateur, c'est le conducteur 1 qui est l'armature 1 et le conducteur 2 qui est l'armature 2. Enfin, l'armature, c'est la surface, on regarde. L'armature, c'est juste la surface. Donc, les charges de condensateur, les charges plutôt du condensateur sont là. Donc là, vous avez la charge plus. Voilà, côté diélectrique. Là, vous avez des charges moins. Voilà. Le reste, il n'y a pas de charge. Là, c'est des charges réelles. Là, c'est moins sigma L. Et là, c'est plus sigma L. Et sigma L, c'est sigma. Voilà, on l'a noté sigma. Donc, finalement, c'est quoi D en M1? D en M1, c'est sigma. Voilà, D en M1, c'est sigma. Maintenant, je connais D en M1. C'est quoi D en M'1? C'est quoi D en M'1?
M1, c'est au voisinage. C'est quoi D, on imprime 1? C'est la même chose parce que les lignes de champ sont parallèles et perpendiculaires en face. Les lignes de champ sont parallèles. À chaque fois que vous avez des lignes de champ qui sont parallèles, sachez que vous avez un champ uniforme. Donc, le vecteur D est uniforme. Il a la même valeur partout dans la lame 1. Si je connais sa valeur au voisinage d'interface, c'est la même valeur qu'il a partout. Donc, D, on imprime 1 est égal à D, on M1. Voilà, donc D, on M1, c'est sigma. C'est la même chose que D, on M'1. Encore une fois, j'utilise la relation de passage entre M'1 et M'2. D, on M'2 moins D, on M'1, à quoi il est égal? À la charge réelle qui se trouve entre les deux lames diélectriques. Il n'y a aucune charge réelle entre les deux lames, donc je mets ici 0. Donc, D, on M'2 est égal à D, on M'1. Mais je sais que D, on M'1, c'est D, on M1, qui est sigma. Voilà, je déduis donc que D, on M'2, c'est-à-dire l'excitation électrique dans la lame 2 est égale à l'excitation électrique dans la lame 1, est égale à sigma. Encore une fois, je compare l'excitation en M3 et en M2. D en M3 moins D en M2, c'est la charge réelle qui se trouve entre les deux lames. Mais il n'y a aucune charge réelle entre les deux lames. Les charges réelles sont sur les armatures. Parce que les lames sont des lames de plastique, enfin d'électrique, si vous voulez. Donc, j'ai déduit alors que D en M3 est égal à D en M2. Et c'est toujours la même valeur sigma. Donc, tous les vecteurs excitation électrique ont la même intensité dans chaque lame. Donc, l'excitation électrique D est la même dans chaque lame. Donc, je peux donc considérer que chaque lame peut être vue comme un condensateur à part entière, comme un condensateur plan. Donc, et que le système que j'ai est un système donc, qui satisfait la condition 1, à savoir la somme des potentiels est égale à 0, et que l'excitation électrique est la même dans chaque lame. Donc, mon système peut être donc, regardez, j'ai montré maintenant, j'ai démontré que je peux traiter mon système comme une association série de 5 condensateurs, comme ce qui est montré ici. Voilà. Donc, mon système, je peux le traiter comme ça. Et quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de déterminer la capacité de ce condensateur avec les 5 lames. Chose que j'ignore, mais avec cette équivalence, je peux maintenant le faire. Donc, C équivalent, c'est 1 sur C équivalent, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 plus 1 sur C4 plus 1 sur C5. Et c'est l'objet de la question, la question 2. Déduire alors la capacité du condensateur C. Sans cette équivalence, je ne peux pas calculer la capacité parce que je ne sais pas comment calculer la capacité d'un condensateur plan avec plusieurs lames insérées dedans. Maintenant que j'ai montré l'équivalence avec 5 condensateurs associés en série, eh bien, le problème est réglé. Donc, chaque lame peut être vue comme un condensateur à part entière. 5 lames en série, donc 5 condensateurs en série. Donc, la capacité équivalente, c'est C. C'est la capacité du condensateur avec les 5 lames. C'est 1 sur C1, 1 sur C, c'est sigma de 1 sur CI. Voilà, ou bien sigma de 1 sur CJ, donc je peux écrire ça comme ça. La capacité d'un condensateur seul, c'est epsilon JS sur EJ, donc je fais la somme, 1 sur C, c'est 1 sur S, sigma de J égale à 1 jusqu'à 5 de EJ sur epsilon J. Donc c'est la capacité du condensateur avec les 5 lames. Donc, je profite de l'équivalence avec les 5 condensateurs associés en série, comme ce qu'on montre à la figure que je viens comme ce qui est sur la figure que je viens de montrer. Je trouve donc C. Donc, j'ai répondu à la question 2. La question 3, déterminer le champ dans chaque lame. Je connais l'excitation dans chaque lame, elle est connue. C'est Q sur S, et Q c'est C fois V. Donc, si maintenant je connais l'excitation dans chaque lame, comme on me donne des epsilon, donc je sais bien, à chaque fois que mon diélectrique présente un epsilon, donc c'est un milieu élastique tout simplement.
C'est un milieu élastique, donc j'ai EI qui est égal à D sur epsilon I. EI, c'est DI sur epsilon I. Donc, D est le même, c'est toujours sigma. Donc, ce qui fait la différence, c'est epsilon. L'excitation dans chaque lame, dans toutes les lames, est la même, c'est sigma. Donc, EI, c'est sigma sur epsilon I. C'est quoi sigma? C'est Q sur S. Et Q, c'est C fois V. Parce que m'a donné donc V, il est donné. Ce que je ne connais pas, c'est C. C'est maintenant, je l'ai déterminé. Et je remplace, voilà. Voilà, je simplifie, je remplace C par son expression, l'expression que je viens d'établir. Et je trouve donc l'expression de EI. Déterminer le champ dans les différentes lames. Donc, la clé, c'est de dire que dans chaque lame, j'ai DI qui est égal à sigma, qui est égal à Q sur S, qui est égal à C fois V sur S. Mais DI, c'est epsilon I, c'est epsilon I fois EI. Donc, il suffit de diviser Q sur S par epsilon, ou bien sigma par epsilon I. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai répondu donc en remplaçant C par son expression. Après une simplification par S, je trouve cette expression-là. Voilà donc l'expression du champ. La quatrième question, que devient la capacité et le champ? C'est la troisième lame est remplacée par un conducteur. Vous voyez maintenant la troisième lame, au lieu qu'elle soit diélectrique, c'est une lame conductrice. Que devient la capacité et que devient le champ dans chaque lame? Je sais que la DDP, c'est la circulation de 1 à 2 de E, c'est la circulation du champ électrique. V, c'est E1 fois le champ grand E1, le champ ici dans la lame 1. Voilà, c'est petit E1 fois E1, plus petit E2 fois E2, plus petit E3 fois E3, plus E4 fois, et ainsi de suite, plus E5 fois E5. Ça, c'est la DDP. Là, vous avez E1, E2, E3, E4, E5. On vous demande le champ dans chaque lame. Vous avez le même D. Vous avez D1 égale à D2 égale à D3 égale à D3 ici égale à D4. Voilà. Maintenant que, avant qu'il y ait le conducteur, est égal à D3, pardon, est égal à D4 égale à D5. D3, c'est 0. D3, c'est 0. Parce que là, c'est dans un conducteur, le champ est nul, ainsi que l'excitation. Donc là, c'est D4. Voilà, la même. D1 est égal à D2 égal à D4 égal à D5 égal à sigma, qui est égal à Q sur S. Voilà ce que j'ai écrit là. Là, j'ai remplacé E3 par 0. Et finalement, j'ai EI qui est égal, j'utilise la même expression. La même expression. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Voilà. J'utilise cette expression-là. Elle est la même, elle reste valable, sauf que je dois éliminer E3. Je dois dire que E3 est égal à 0. Voilà. Et que la même expression est valable. Cette expression-là est valable. C'est la même expression que j'ai reproduite ici. Sauf que j'ai mis que ce n'est pas valable pour I égale à 3, ni pour J égale à 3. C'est-à-dire la lame 3 est remplacée. C'est comme s'il n'y a pas la lame 3. C'est comme s'il n'y a pas la lame 3. Donc, c'est comme si la lame 3 est absente. Comme si la lame 3 est enlevée. Voilà. Comme si la lame 3 est enlevée. Parce que là, je n'ai pas de ligne de champ dans le conducteur. E est égal à 0 et D est égal à 0. Donc, tout se passe comme si la lame 3 est enlevée. Donc, j'ai EI, c'est la somme, et j'enlève donc J égale à 3. Et bien sûr, s'il s'agit du champ de la lame 3, c'est 0. C'est bon? Voilà de quoi il s'agit donc dans cet exercice. Essayez de prendre note, sinon vous regardez l'enregistrement, donc vous aurez l'enregistrement après. Et là, bien sûr, comme j'ai appelé tout le monde, donc l'essentiel, c'est de compléter le cours en traitant l'exercice numéro 1 de la série 3. Et là, tout de suite, donc si vous avez des questions concernant le dernier exercice de la série 5, le dernier exercice de la série 2, donc vous les posez avant que je passe à la série numéro 3. Donc, réfléchissez. Donc, si vous avez des questions concernant cet exercice.
Donc, pas de questions. Voilà, l'objectif, c'est de calculer la capacité de ce condensateur. Et bien, on l'avait calculé donc, en montrant que c'est l'équivalent de 5 condensateurs associés en série. C'est ça donc l'essentiel de l'exercice. Je passe maintenant à la série numéro 3, qui porte sur les milieux aimantés. Je rappelle à tout le monde que tout ce qui est document concernant ce cours, vous les trouvez dans la section 1 de l'espace réservé au cours, sur le NT, sur la plateforme. Vous pouvez télécharger toutes les séries, les fascicules, tout ce qui concerne donc le cours TD du module électricité 3. C'est la section 1. C'est la section 1 de l'espace réservé au cours. Voilà, je rappelle cet exercice 3. Donc, il s'agit d'un dipôle magnétique. On va montrer que le potentiel vecteur a cette expression. Donc, l'objectif de l'exercice 3, de l'exercice 1 de la série 3, c'est de montrer la relation qui est dans le potentiel vecteur. C'est de trouver, déterminer le potentiel vecteur et le champ B. C'est ça les questions essentielles. Le reste, on peut le déduire par analogie sans problème. Mais on veut montrer surtout que en tout point de l'espace, un dipôle magnétique crée un champ magnétique qu'on calcule d'abord en évoquant en cherchant le potentiel vecteur et en utilisant la relation de base B égale à rotationnelle de A. C'est tout. Alors maintenant, montrer que le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique en tout point de l'espace est égal à mu0 sur 4pi m vectoriel R sur R3. Donc, essayez de lire, donc prenez un petit souffle, lire l'exercice et lire la question. Et réfléchissez un petit moment. Et là, donc, je pose une question à tout le monde. Si le point M est un point de l'axe, quelle serait la réponse? Si je prends un point de l'axe OZ, de l'axe de la spire, c'est quoi le potentiel vecteur en un point de l'axe? On a déjà répondu à cette question en S3, l'électromagnétisme de S3. C'est zéro. C'est zéro. Vous utilisez là au début de Savart. Si vous prenez un point de l'axe, vous avez R, vous avez les PM qui sont identiques, qui sont les mêmes. Vous avez même R. Et là, vous avez le calcul revient à la somme vectorielle des DL. À la somme vectorielle des DL, vous avez une boucle fermée, donc vous calculez la circulation, enfin vous faites circuler le DL le long de toute la spire, et là vous avez DL1 plus DL2, etc., une infinité, vous utilisez la relation de Chasles et vous trouvez 0. Un polygone fermé, c'est comme ce que vous avez vu dans les forces, ce qu'on a dit, ce que vous avez vu donc en calculant les forces. À chaque fois que vous avez un polygone fermé, vous avez la somme des forces qui est égale à 0. Là aussi, vous avez les DL vecteurs, la somme, ça vous donne 0. Donc, si vous avez un point de l'axe, vous avez votre boucle, vous prenez un point de l'axe, et bien le potentiel vecteur créé par toute la boucle, on ce point de l'axe, c'est 0. Maintenant, on sort de l'axe. Si vous sortez de l'axe, à ce moment-là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et là, s'il s'agit d'un dipôle, c'est-à-dire d'une petite boucle, s'il s'agit d'une petite boucle, cette fois-ci, on a droit à l'approximation dipolaire. Et c'est ce qu'on va utiliser pour calculer le potentiel vecteur d'un dipôle. C'est l'approximation dipolaire, il faut en profiter. Voilà.
Bon, d'accord. Eh bien, la question montrait que le potentiel vecteur créé par la boucle au point N, c'est mu0m sur 4p vectoriel R sur R3. Eh bien, on utilise la loi de Betti-Savart. Comme vous le savez, pour la loi de Betti-Savart, je prends un élément de longueur dl, je prends un point P sur la boucle, un élément de longueur dl orienté dans le sens du courant est celui-là, donc vous avez mon dl qui est orienté, comme vous le voyez. Vous avez donc votre vecteur dl, voilà, il est orienté dans le sens du courant, dlp, centré autour du point P, voilà. DLP traversé par un courant I crée en N le potentiel dA, c'est mu0I sur 4pi DLP sur PN, sur la distance PN, sur cette distance-là. Voilà, la distance PN. Pardon, c'est cette distance-là qu'il faut prendre. Alors, voilà. Voilà, la distance PN. Si maintenant N est un point de l'axe, vous avez Pn qui est constant. Et là, vous intégrez tout simplement, vous faites la somme sur l'aspect de dl vecteur. Cela contre 0 si n est un point de l'axe z. Bon, alors pour cela, comment calculer maintenant dl? dl, c'est d de p. Donc la première chose à dire, c'est que le dl qu'on a dans l'expression de la loi de Betti-Savart pour le potentiel vecteur, c'est bien le d de p. Pour avoir le d de p, j'ai besoin des coordonnées du point P, qui sont les suivantes. P, comme l'aspire est placé dans le plan XY, eh bien, OP, c'est R cosinus, P c'est R OP, c'est R cosinus, ou bien les coordonnées du point P, c'est R cosinus psi, R sinus psi 0 en Z. Voilà. Là, il suffit de projeter pour avoir X, XP, c'est R cosinus psi, YP c'est R sinus psi. Voilà. Et 0 en Z. Maintenant, vous différenciez, c'est d de OP. La différentielle de R cosinus psi, c'est moins R sinus psi d psi. Je différencie la seconde composante, ou bien la seconde coordonnée R sinus psi. Ça me donne R cosinus psi d psi. Et bien sûr, là, vous avez 0. Ça, c'est d de OP. Maintenant, j'ai les coordonnées de dl. J'ai donc les composantes de dl. N étant un point du plan Y ou Z, pour simplifier les calculs, quelles sont les coordonnées de N? Comme elle est dans le plan Y ou Z, donc en X, il a 0. En Z, c'est R cos θ. C'est R cosinus θ, R, c'est ON. Voilà. Et en Y, pardon, c'est ça. En Y, c'est ça. Parce que le point, c'est dans le plan Y ou Z. En Y, c'est R cosinus θ. Il suffit de projeter. Maintenant, vous construisez le vecteur Pn parce que vous avez besoin du module Pn. D'abord, construire le vecteur. C'est la coordonnée de n moins la coordonnée correspondante de P. La coordonnée de n, c'est 0. La première coordonnée moins la première coordonnée du point P. 0 moins R cos psi. R sinus θ moins R. Voilà. R sinus θ, donc 0 moins R cos psi. Donc ça me donne moins R cos psi. R sinus θ moins grand R sinus psi. Voilà, c'est ce que vous avez là. 0, pardon, c'est ça. PN, c'est là.
Donc, c'est là. 0 moins R cosinus psi, R sinus θ moins R sinus psi, R cosinus θ moins 0. Voilà. Pn. Je compare donc ça me donne ceci. Je prends le module, Pn au carré, c'est ce terme au carré, plus celui-là au carré, plus celui-là au carré. Je simplifie à chaque fois que je trouve cosinus carré plus sinus carré du même nombre, je mets 1. Et je trouve l'expression simplifiée qui est celle-là. Voilà ce qu'on trouve pour Pn au carré. Voilà ce qu'on trouve pour Pn au carré. Maintenant, je prends Pn. Pn, tout simplement, c'est la racine carrée. Pn, c'est la racine carrée. Et je profite de l'approximation dipolaire. Alors, pour l'approximation dipolaire, j'ai grand R qui est négligeable devant petit r, donc ce terme-là, c'est un terme de second ordre. Donc, je peux mettre grand R sur petit r, le tout au carré, je peux le mettre égal à 0. Donc, je le mets égal à 0, ce terme. Voilà, je le néglige. C'est un infiniment petit de second ordre. Eh bien, ce qui va rester pour moi, c'est, voilà, ceci avant l'application. Là, j'ai juste, voilà, je n'ai pas encore simplifié. J'ai juste multiplié par, juste élevé à moins 1 quart, c'est ça. Donc, je cherche le Pn moins 1. Je cherche le Pn moins 1. Donc, le Pn, c'est la racine carrée de cela. Pn moins 1, donc c'est tout cela à la puissance moins 1 demi. Tout cela à la puissance moins 1 demi. Donc, voilà. Et là, je simplifie, donc, j'ai mis ce terme, parce qu'il s'agit d'un infiniment. Voilà ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est ça. Alors là, je profite de l'approximation de la relation 1 plus epsilon à la puissance n. 1 plus epsilon, ou bien 1 moins epsilon. Où est-ce qu'il est epsilon pour moi ici? Voilà le epsilon. Voilà, ça c'est epsilon. J'ai donc 1 moins epsilon à la puissance moins 1 demi. 1 moins epsilon à la puissance moins 1 demi, ça me donne 1 plus 1 demi epsilon. 1 plus 1 demi epsilon. Ben, j'ai utilisé la relation 1 plus epsilon à la puissance n pour epsilon très petit, donc c'est 1 plus n epsilon. Donc, j'ai Pn moins 1 qui est égal à Rr moins 1 fois 1 moins epsilon à la puissance moins n. À la puissance n. N, c'est moins 1 demi. N, c'est moins 1 demi. Ça, c'est n. Tout ça, c'est n. Voilà. Et j'obtiens cette relation. Voilà, moins 1 demi fois, donc vous avez les deux qui simplifient, moins et moins ça donne un plus, etc. Et voilà ce qu'on obtient. Finalement, la relation qui m'intéresse, après approximation, après avoir tenu compte de l'approximation des polaires, c'est voilà la relation qui m'intéresse. Et je remplace, tout simplement. J'ai l'expression de dl vectoriel qui est établie quelque part ici. Alors le dl, il est établi où? Le dl, pardon. Le dl, on a trouvé le dl. Voilà. J'ai l'expression de dl. Voilà. C'est un vecteur avec ses composants. Et j'ai l'expression de Pn, qui est cette expression-là. Et je reviens à la relation, je reviens à la loi de Beatty-Savart. Voilà. Voilà, je reviens à la loi de Beatty-Savart. Je remplace Pn par son expression et dl par son expression. C'est tout. Voilà. Donc, dl sur Pn, donc je traite, je multiplie les composantes de dl par 1 sur Pn.
par Pn-1. Je multiplie les composants de dl par ceci, par cette expression-là, par R-1 fois 1 plus grand R sur petit r sinus θ sinus psi. Les composants de dl que vous avez avant, ces composantes-là, vous allez les multiplier par Pn-1, Pn-1, Pn-1. Voilà. Et vous trouvez ceci. Voilà. Ça, c'est dA suivant X, dA suivant Y et dA suivant Z. dA suivant Z est nul. Donc, vous avez donc AX. Il suffit d'intégrer. Intégrer sur psi, parce que l'élément différentiel, c'est d psi. Intégrer sur psi de 0 à 2 pi de ce terme fois d psi. Et là, vous trouvez tout de suite, après intégration, ce n'est pas compliqué. Vous avez sinus carré de psi. C'est 1 plus, c'est 1 sinus carré, c'est 1 moins cosinus de psi. 1 moins cosinus de psi sur 2. C'est la relation de trigonométrie qu'il faut utiliser. Vous avez sin carré psi, c'est 1 moins cosinus 2 fois l'angle de psi sur 2. Voilà. C'est ce que vous allez utiliser ici. Ce sinus carré de psi. Sinon, θ, vous laissez donc l'intégration porte sur psi. Voilà, c'est l'unique remplacement que vous avez à faire ici. Et pour trouver cette relation. Sinon, l'intégrale de sinus, l'intégrale de cosinus de psi, c'est 0. L'intégrale de 0 à 2 pi de cosinus de psi, c'est 0. Parce que toute fonction circulaire intégrée sur sa période ou sur un multiple de sa période, ça donne 0. J'intègre de 0 à 2 pi. J'intègre sur une période sinus psi, ça donne 0. La période de cosinus de psi, c'est pi. Et j'intègre sur deux fois la période. Donc, c'est 0. Donc, toute fonction circulaire intégrée sur sa période ou sur un multiple de sa période, le résultat, c'est 0. Donc, finalement, je remplace le sinus carré qui va sortir d'ici, je le remplace par 1 moins cosinus de psi, et donc l'intégrale de cosinus de psi, c'est 0, donc il va rester 1 demi de psi. Eh bien, ceci va me donner ce terme-là. Voilà. Par contre, là, pour AY, donc vous constatez que j'ai simplement cosinus psi. Sinus psi, ça me donne aussi, vous avez, pour AY, vous avez cosinus psi. Vous allez vous retrouver avec cosinus psi, sinus psi. C'est 1 demi sinus de psi. Là aussi, c'est 0. L'intégrale, ça va donner 0 parce que la période de sinus de psi, c'est pi. Mais j'intègre sur 2 fois la période. Donc, ça va donner 0. Voilà. Donc, finalement, vous avez AX qui est non nul. Le reste, toutes les autres composantes sont nulles. Vous avez donc AX qui est donné par cette expression-là. Il suffit de faire le calcul pour retrouver moins mu0i sur 4pi sinus θ pi r carré sur r carré. Voilà ce que vous allez trouver. Pi r carré, c'est la surface délimitée par la boucle, c'est bien S. Pi r carré, c'est S. Pi r carré, c'est la surface délimitée par la boucle. C'est bien la surface du dipôle qui rentre dans l'expression du moment dipolaire. I fois S, I fois PR carré. I fois PR carré, c'est I fois S. C'est M. C'est donc le moment dipolaire magnétique tout simplement, d'où alors l'expression AX égale à moins mu0 sur 4pi M sinus θ sur R carré. Voilà. Maintenant, vous avez le point N qui est un point du plan Y au Z. Notez bien que dans ce cas-là, vous avez moins UX égale à UFI. Moins UX égale à UFI. Moins UX égale à UFI. Vous revenez au schéma.
vous avez U phi qui est un vecteur entrant, moins U phi c'est UX. Ou alors UX c'est moins UX c'est U phi, c'est la même chose. Moins U phi c'est UX. Voilà. Moins U phi c'est bien ça, c'est bien ce vecteur. Voilà, moins UX c'est U phi. Donc je remplace moins UX ici par U phi. Voilà. Et je peux constater que sinus θ fois U phi, c'est UZ vectoriel UR. U phi sinus θ, c'est UZ vectoriel UR. Comment ça? Supposons par exemple que je veux calculer. C'est quoi le module de UZ vectoriel UR? C'est quoi le module de UZ vectoriel UR? Le module, c'est le module de UZ, c'est 1, fois le module de UR, c'est 1, fois la valeur absolue de sinus de l'angle entre UZ et UR. C'est quoi l'angle UZ du UR? C'est quoi l'angle UZ-UR? Voilà UR dans cette direction. Et voilà UZ. C'est quoi l'angle UZ-UR? C'est θ. Voilà. Donc c'est sinus θ, tout simplement. Alors le module, c'est sinus θ. Et quelle est la direction? UZ vectoriel UR. Et laquelle direction? C'est la direction de U phi. Tout simplement, donc, pour le vecteur UZ vectoriel UR, c'est U phi. Donc, le module, c'est sinus θ, et la direction, bien l'unitaire de la direction, c'est U phi. Donc, je remplace U phi sinus θ, U phi sinus θ, ce qui est là, je le remplace par UZ vectoriel UR. Voilà. Je colle UZ à M pour avoir le vecteur M, parce que M, c'est M fois UZ. Et ce qui me reste, c'est alors UR sur R carré ou bien R sur R3. Ainsi, je démontre que le potentiel vecteur créé par le dipôle magnétique, c'est mu0 sur 4pi M vectoriel R sur R3. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Personne ne répond. Eh bien, si ce n'est pas clair, posez des questions, mais sinon, c'est simple. Donc, c'est des calculs simples. Donc, il n'y a pas de raison. C'est des calculs simples. L'essentiel, c'est de voir d'où ils sortent, tout simplement. Donc, on a encore un peu de temps devant nous, donc je peux même. Donc, la question, c'est de. Je peux même répéter un petit peu. Donc, la question, c'est de montrer, de calculer le potentiel vecteur en N. Je rappelle que s'il s'agit d'un point sur l'axe, le potentiel vecteur serait nul, mais la N est un point qui sort de l'axe, donc est un point du plan Y ou Z. Le fait d'avoir un point du plan Y ou Z me donne UFI égale à moins UX. Donc, je peux écrire moins UX égale à UFI. Voilà, j'utilise pour calculer A la relation de Betti-Savart. Pour calculer le potentiel vecteur de la relation de Betti-Savart, vous avez l'expression du potentiel élémentaire créé par un élément de longueur sur la boucle, un élément de longueur DLP. Donc, voilà l'expression. J'ai donc besoin de DLP qui est égal à DOP. P, il est dans le plan Y ou Z et dans le plan XY, le point P, il a pour coordonnées
grand R cosinus psi suivant X, grand R sinus psi suivant Y. Voilà. Je différencie donc ce que j'obtiens ici. Donc, moi, R sinus psi d psi, R cos psi d psi. Mon objectif, c'est de, après avoir calculé dLP, dL, donc je calcule maintenant Pn. J'ai besoin des coordonnées de P et des coordonnées de N. Les coordonnées de P, je les ai déjà ici. Les coordonnées de N, sont écrites ici. Donc, pas de composante suivante, pas de coordonnées suivant x, 0. Donc, c'est 0 suivant x, parce que là, c'est un point du plan y ou z. Donc, la projection, toute projection, ça tombe sur y. Projection, ça tombe sur y ou sur z. Donc, il n'y a pas de projection. Projection sur x est nulle. Voilà. Donc, R sinus θ suivant y, R cosinus θ suivant z. Vous n'avez qu'à voir. Donc, Pn, c'est donc la coordonnée de n moins la coordonnée correspondante de P. Ce qu'on obtient, le Pn carré, donc j'élève au carré, c'est ce terme au carré, plus celui-là au carré, plus celui-là au carré. Et je profite à chaque fois que vous avez un cosinus carré plus un sinus carré, je le remplace par 1. Faites bien sûr la différence, il ne faut pas prendre un angle θ à confondre avec un angle psi. Cos carré psi plus sin carré psi égale à 1, cos carré θ plus sin carré θ si se présente, c'est aussi 1. Donc, voilà ce qu'on obtient pour Pn carré. Je profite de l'approximation dipolaire pour éliminer l'infiniment petit d'ordre 2, qui est le R sur R, le tout au carré, donc je l'élimine parce que c'est trop petit. Vous avez déjà R sur R qui tombe vers 0, donc si vous prenez encore au carré, donc c'est encore un infiniment petit d'ordre 2, plus petit encore. Ce qui reste alors, c'est 1 moins 2R sur R sinus, θ sinus psi, c'est ça qui reste. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de Pn-1, parce que là, c'est ça que j'ai dans l'expression de dA, Pn-1. Comment le trouver? Eh bien, il suffit donc de prendre la racine carrée, donc tout simplement, voilà, la racine carrée, donc au dénominateur, ça me donne une puissance de moins 1,5. Ce terme-là, c'est un infiniment petit. Je le prends comme epsilon, je profite de la relation 1 moins epsilon à la puissance moins 1,5. 1 moins epsilon à la puissance moins 1,5, ça me donne 1 plus epsilon sur 2. Voilà, tout simplement, je profite de cette relation de développement. Finalement, je réécris mon potentiel vecteur élémentaire en multipliant les composantes de dl par ce que j'ai trouvé ici. Chaque composante va être multipliée par ce terme. Et on obtient dAx, dAy et dAz. J'intègre de 0 à 2π le dAx en tenant compte du fait de remplacer le sinus carré psi par, j'utilise cette relation trigonométrique. AY aussi, c'est la même chose, je vais me retrouver avec cos psi sin psi, qui va me donner sinus de psi. L'intégrale de cosinus de psi va me donner 0, l'intégrale de sinus de psi va me donner 0, et bien ce qui va rester, c'est juste ça. Ce qui va sortir donc du calcul, c'est ça, c'est AX, c'est cette expression. Je constate que PR carré c'est S, I fois PR carré c'est IS, c'est donc le module du moment dipolaire, ce qui me permet d'écrire donc AX sous cette forme. Et pour avoir le vecteur A, donc je multiplie par l'unitaire AX, UX plutôt, l'unitaire de la direction X, moins UX c'est UFI, voilà, moins UX c'est UFI. Je constate que UFI sinus psi peut s'écrire sous cette forme UZ vectorielle R. Pourquoi? Je prends d'abord le module qui me donne sinus θ et un vecteur, chaque vecteur V, c'est son module fois l'unitaire, ou bien sa mesure algébrique en général, là c'est le module. Mesure algébrique fois le vecteur unitaire de la direction. Bon. Je remplace alors UFI sinus θ par UZ vectorielle R.
Je colle UZ à M pour avoir le vecteur M. Et UR, je le colle à 1 sur R carré. Ce qui me donne R sur R3, c'est bien l'expression qui est demandée. Voilà donc la démonstration. La seconde étape, c'est de calculer B. Calculer B. Ayant A, donc comment calculer B? B, c'est rotationnel de A. C'est la relation que vous connaissez qui relie le champ potentiel, champ magnétique potentiel vecteur. Je suis aux coordonnées sphériques. J'utilise la relation du rotationnel en coordonnées sphériques. Voilà l'expression du rotationnel en coordonnées sphériques. Toutes les composantes de A sont nulles, sauf la composante suivante phi. Il y a cette expression-là. Eh bien, je remplace A phi par cette expression. Voilà. Je remplace A phi. Là j'ai A θ, c'est 0. Là aussi, j'ai A phi. Bon, là, j'ai pas de A phi. D'accord. Donc, tout ça, donc ce terme-là, je ne vais pas le voir. Celui-là aussi, donc voilà. Et puis, voilà. Là, c'est 0, bien sûr, ce voile, il va sortir, donc c'est 0. Donc, j'ai BZ qui est B phi qui est égal à 0. Donc, finalement, j'ai B, BR. C'est le terme qui va sortir d'ici. C'est BR. B, θ, c'est le terme qui va sortir de ce calcul. Donc là, vous avez BR, B, θ, et là, vous avez B phi. Tout de suite, vous avez B phi qui est égal à 0. Alors, BR, faites le calcul, vous remplacez donc A phi par son expression. Faites ce calcul. Donc, vous allez avoir, par analogie, donc d'ailleurs, vous allez avoir, donc mu0 sur 4pi. Voilà, 2. Vous avez l'expression 2m cosinus θ sur R3. Voilà ce que vous allez avoir. En faisant le calcul, vous remplacez A phi par son expression. Pour θ, vous avez bθ, donc vous allez avoir mu0 sur 4pi m sinus θ sur R3. Voilà. Et là, vous avez 0 pour phi. Donc 0. Voilà. Là, j'ai profité de l'analogie donc pour vous sortir le résultat. Mais non, ça se démontre. Donc, vous voyez, faites le calcul. Il suffit de remplacer A phi et vous dérivez. Vous remplacez A phi et vous dérivez. Vous allez donc avoir cette expression qui sort automatiquement. Ce n'est pas la peine de perdre du temps pour faire ce calcul ici. C'est un calcul automatique. Placez A phi, vous remplacez A phi là et vous dérivez par rapport à θ. Vous remplacez A phi là, vous multipliez par R et vous dérivez par rapport à R. Ensuite, vous allez multiplier par moins 1 sur R. Vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, ce n'est pas la peine de perdre le temps pour faire ces calculs simples ici. Donc, pour profiter du temps. Voilà. Donc, notez bien l'analogie avec le dipôle électrostatique. Pour le dipôle électrostatique, vous avez ER qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 2P cosinus θ sur R3. Vous avez Eθ qui est 1 sur 4 pi. Pardon? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Monsieur, Oui? pour BR, c'est sinus θ. Pardon, non, c'est cosinus θ. Vous remplacez ici, mademoiselle, vous remplacez là et vous dérivez. Vous remplacez et vous dérivez. D sur dθ,
D sur dθ de mesurer sur 4 pi m sinus carré θ. Là, vous aurez sinus carré θ sur r carré. C'est bon? Vous dérivez par rapport à θ. La dérivée de sinus carré θ va vous donner 2 fois sinus θ cosinus θ. Et là, ce sinus θ va être simplifié ici par le sinus θ que vous avez là. C'est Merci, bon? monsieur. Voilà. C'est bon. Il va être simplifié le sinus θ. Parce que vous aurez la dérivée par rapport à θ de sinus carré θ. La dérivée par rapport à θ de sinus carré θ, c'est 2 fois sinus θ fois la dérivée du sinus, qui est le cosinus θ. Voilà. Voilà, donc sinon, soyez sûr, c'est ce qui va sortir, vous n'avez qu'à le faire, faites le calcul. Ça sort automatiquement. Vous n'avez pas à vous poser de problèmes là-dessus, donc ça sort automatiquement. Voilà, finalement, voilà l'expression de B. Et si vous voulez le module de B, ça va être quoi? Le module de B, c'est racine de BR carré plus sinus, plus B indice θ, le tout au carré. Et ça va vous donner, donc faites le calcul, donc vous allez trouver l'expression. Et profitez toujours de cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Comme ça, donc vous trouvez quelque chose de simple. Donc, à l'instar de ce qu'on avait vu, on ne va pas répéter les mêmes calculs que pour les diélectriques, c'est la même chose. Vous avez une analogie parfaite entre tout ce qui est dipôle magnétique et dipôle électrostatique. Passons maintenant à la question 3. L'aspire est maintenant plongé dans un champ B0 uniforme. Donnez l'expression de la force appliquée à l'aspire. Quel résultat on avait trouvé? On avait démontré ça dans le cours. Vous l'avez trouvé dans le cours, donc en champ uniforme, B0 constant, B0 uniforme, vous avez F qui est égal à l'intégrale de I dl vectoriel B0, c'est la force de la place, et c'est l'intégrale sur l'aspire. Et c'est donc l'intégrale sur l'aspire de I dl vectoriel B0. C'est la distributivité. Donc, j'ai mis en facteur vectoriel B0, je l'ai mis en facteur tout simplement, comme je l'ai montré, comme ce que je viens de dire dans le cours. Et là, vous avez 0, parce que là, donc, le polygone de force, polygone, voilà, donc j'ai intégré dl vecteur sur l'aspire. Voilà, la relation de Schall me donne 0. A0, A1, vecteur, donc j'ai A0, A1, plus A1, A2, plus A2, A3, plus AN, moins 1, AN, plus AN, A0. Donc, j'aurai A0, A0. Donc, voilà, A0, A0. Donc, le vecteur A0, A0, c'est le vecteur 0. Donc, c'est ça qui montre. Donc, finalement, vous avez, pour la question 3A, F est égal à 0. Donc, pas de translation. Pas de translation. Pas de translation. Par contre, vous avez un effet de couple. L'objectif de cet exercice est de montrer, donc, surtout de calculer le potentiel vecteur et le champ magnétique. Donc, le reste, donc, on peut le déduire voilà, à partir de. Voilà. Maintenant, quel est le moment? Donc, il n'y a pas de translation, mais par contre, il y a l'effet du couple. L'effet du couple. Effet du couple. Effet du couple. Et du couple, donc vous avez gamma, c'est M vectoriel. C'est M, c'est l'effet du couple. Donc c'est M vectoriel B0. M vectoriel B0, comment le montrer? Donc là, vous pouvez vous contenter de l'analogie. Vous pouvez vous contenter de l'analogie avec le dipôle magnétique. Donc analogie avec le dipôle électrostatique.
statique. Sinon, je vais, si vous voulez plus de détails, donc je vous donnerai le détail. Donc, le détail en PDF. Je vous donnerai le détail après. On peut maintenant, pour l'essentiel, on peut se contenter de l'analogie avec le dépôt électrostatique. Pour le dépôt électrostatique, gamma, c'est P vectoriel E0. Pour le dépôt électrostatique, gamma, par rapport au CP vectoriel E0, c'est ce que vous avez vu. Donc. Quelle est l'énergie potentielle acquise? L'aspire est plongé dans un champ B0 uniforme. Quelle est l'énergie potentielle acquise? Donc, c'est quoi EP? Donc, EP, c'est... donc, vous utilisez le théorème de Maxwell. Théorème de Maxwell. Voilà. Donc, vous avez le travail des forces magnétiques, c'est moins d de EP. Le travail des forces magnétiques, dW. Travail des forces magnétiques, travail des forces de la place. Le travail des forces de la place, ou bien des forces magnétiques, c'est I défi. C'est donc I intégrale, voilà, donc de B0 de ts. Voilà. C'est l'intégrale de B0 de ts. B0 étant constant, donc c'est l'intégrale ds sur S, donc sur la surface de la spire, sur la surface délimitée par la spire fois B0. Voilà. Ce qui donne IS, ce qui donne M scalaire B0. Donc le travail des forces magnétiques, c'est M scalaire B0, mais le travail des forces magnétiques, c'est moins DEP. C'est moins DEP. Le travail des forces magnétiques, c'est moins DEP. C'est-à-dire le travail des forces magnétiques provient de la diminution de l'énergie potentielle. C'est l'énergie potentielle qui est convertie en travail. Donc, tout ce qui est produit côté travail magnétique, côté WM, ça revient à une diminution de la réserve en énergie potentielle. Pourquoi? Parce que le travail résulte, le travail, c'est la conversion de l'énergie potentielle. C'est l'énergie potentielle qui est transformée en travail. Donc, tout ce qui est produit côté travail est dû à une diminution de l'énergie potentielle. Le signe moins, je le lis comme diminution. Donc, le travail produit, c'est la diminution de l'énergie potentielle. Donc, c'est pour cela qu'il y a ce signe moins. Donc, finalement, je déduis que TEP, c'est moins M scalaire B0. Là aussi, vous pouvez noter l'analogie avec le dipôle électrostatique. Analogie pour le dipôle électrostatique, dipôle électrostatique. Donc, vous avez DEP, ou bien EP tout simplement. Là, il y a EP. EP, pas de T. Donc, vous avez EP. EP, donc vous avez EP. Rappelez-vous l'expression EPC moins le moment dipolaire fois E moins P fois E. Ce qu'on avait utilisé en TD, donc la relation qu'on avait utilisée en exercice 1 de
de la série 1. Voilà. Donc, vous avez une analogie avec le dépôt électrostatique. Voilà donc la démonstration. Donc, on vient de la faire. C'est à partir du théorème de Maxwell. Et on passe maintenant à la question suivante. L'aspire est maintenant plongé. L'aspire est maintenant plongé dans un champ B0 uniforme. Quelle est l'expression du travail à fournir pour retourner l'aspire d'un angle pi à partir de sa position d'équilibre stable? Donc, avant, je vais donc décrire les positions d'équilibre. Quelle est la position d'équilibre stable? Donc, position d'équilibre. Donc, en résumé, c'est-à-dire en position d'équilibre. Position d'équilibre. En champ uniforme. En champ uniforme. Donc, F doit être égal à 0. La résultante. Donc, on l'a. Vous avez le moment par rapport à O qui doit être égal à 0, c'est-à-dire gamma, voilà, gamma qui est égal à M vectoriel, M, c'est le moment, pardon, c'est l'alimentation, donc c'est le moment magnétique, M, vectoriel B0 qui doit être égal à 0, c'est-à-dire M parallèle à B0. Voilà, c'est la deuxième condition d'équilibre. Première condition d'équilibre, elle est satisfaite. Et la deuxième condition d'équilibre, c'est que M doit être parallèle à B0. C'est-à-dire que vous avez deux positions, position parallèle et anti-parallèle. La position parallèle, vous avez M dans le même sens que B0, c'est-à-dire que vous avez alpha égale à 0, et là vous avez alpha égale à pi. C'est exactement la même chose. Donc là, vous avez B0 et M. Alpha, c'est l'angle entre les deux. Donc, la position parallèle, c'est alpha égale à 0. La position antiparallèle, c'est alpha égale à pi. Voilà. Donc, la position d'équilibre, voilà, vous avez deux positions d'équilibre. Maintenant, quelle est la position d'équilibre stable? Stabilité de l'équilibre, stabilité de l'équilibre. C'est l'énergie potentielle. Le P doit être minimal. Eh bien, la position d'équilibre qui donne l'énergie potentielle minimale, c'est celle-là. Correspond donc c'est, vous avez EP qui est égal à moins M scalaire B0, ce qui donne moins M, pardon, c'est le petit m. C'est le petit m, donc moins petit m B0 cosinus de alpha. Donc, ceci est minimal pour alpha minimal, EP min correspond à alpha égale à 0. Donc, la position d'équilibre stable est celle-là, alpha égale à 0. Donc, la position équilibre stable correspond à l'alignement avec le champ B0, l'alignement du moment dipolaire avec le champ B0, c'est-à-dire alpha égale à 0, alignement, c'est-à-dire position parallèle. Ce n'est pas la position antiparallèle. C'est ça donc qui correspond. C'est ça donc qui correspond, à alpha égale. La position parallèle correspond à alpha égale à 0.
La position parallèle correspond à alpha égale à 0. Alors, pour la toute dernière question, j'ai donc le champ B0 que je suppose qu'il a ce sens-là, et j'ai ma boucle. Ma boucle, bien sûr, avec son moment orienté comme ça, avec son moment M. C'est la position, donc c'est l'état initial. État initial. J'ai donc ma boucle qui est en position d'équilibre stable dans le champ B0. Équilibre stable. Et maintenant, je vais la retourner. Je vais la retourner. Il s'agit d'un aimant. S'il s'agit d'un grand aimant, s'il s'agit d'une grande boucle avec un fort courant, ce serait très difficile de la retourner. Je vais maintenant fournir un effort pour retourner la boucle. J'ai toujours B0 qui garde la même direction. B0, je ne touche pas. Mais je vais agir sur la boucle pour la retourner. Comme ça. Pour la retourner, pour qu'il ait son moment comme ça. Pour qu'il ait son moment comme ça. Ça, c'est l'état final. L'état final. Quel est l'effort fourni? C'est le travail de l'opérateur. W up. À quoi il est égal? C'est-à-dire quel effort, si je mesure l'effort par le travail, eh bien, pour retourner la boucle, c'est quoi alors ce travail? Pour la retourner de pi sur 2pi. C'est ça la question. Donner l'expression du travail à fournir pour retourner la spire d'un angle pi. Regardez. Donc là, l'angle ici, c'est pi. Alors, l'angle, c'est pi. Je ne vais pas utiliser cette couleur, donc il risque de confusion. Donc, l'angle ici, c'est pi. Alors, je vais retourner la spire d'un angle pi. Eh bien, s'il s'agit d'un aimant, d'un électroaimant géant, eh bien, il vous faut un engin pour retourner l'aimant, pour retourner l'électroaimant. S'il s'agit d'un électroaimant géant dans un champ intense, eh bien, une personne ou deux ne suffisent pas pour le retourner, il faut un engin. Donc, il y a bien un travail de fourni. C'est quoi ce travail de WP? C'est ce qu'on vous demande. Eh bien, tout simplement, c'est vous avez DWOP, c'est moins DEP, simplement. Et donc, le travail qu'on demande, c'est l'intégrale de moins d de EP de la position alpha égale à 0, qui est la position initiale, à la position finale qui correspond à alpha égale à pi. Alpha égale à pi. Eh bien, vous remplacez donc d de EP. Donc, ou alors c'est EP, c'est tout simplement EP. EP, j'intègre DEP, ça me donne EP. C'est bon? De alpha égale à pi, je retourne maintenant les bornes jusqu'à alpha égale à 0, non? Vous voyez, non? Là, j'ai inversé les bornes parce que j'ai ce signe moins. Donc, si EP en alpha égale à 0, EP pour alpha égale à 0, moins EP pour alpha égale EP pour alpha égale, excusez-moi, donc EP pour alpha égale à pi. Voilà. Donc, je reprends le calcul ici, dans cette page. J'ai donc W de l'opérateur, c'est EP pour alpha égale à pi. Voilà. Ça me donne EP pour alpha égale à 0, moins EP pour alpha égale à pi. C'est quoi EP pour alpha égale à 0? EP de alpha
c'est moins M fois B0 cosinus alpha. C'est ça l'expression. On a dit que c'est moins M scalaire B0. C'est ça l'expression du potentiel. Donc, EP pour alpha égale à 0, c'est moins MB0, voilà, moins EP pour, c'est ça, EP pour alpha égale, voilà, à 0. Donc, moins EP pour alpha égale à pi. C'est bien ça, non? Alors, alpha égale à 0. Alors, je vais reprendre le calcul ici. Donc, j'ai tout égal à moins P. Donc, P, c'est l'intégrale de moins P. Donc, de alpha égale à 0 jusqu'à alpha égale à P. Donc, voilà. Égale à 0, moins P pour alpha égale à P. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. D'accord. Là, il me semble qu'il y a un signe moins. Pardon. Donc, pardon, là, donc, moi, le travail des forces, excusez-moi, donc, donc là, le problème, alors, écoutez, donc, position d'équilibre stable, P c'est moins M. Donc, là, le travail, on demande le travail de l'opérateur. On demande ici le travail de l'opérateur. Donc, jusque-là, c'est clair, c'est bon. Alors, c'est quoi W opérateur? W opérateur, c'est moi, c'est pour vaincre les forces magnétiques. C'est pour vaincre les forces magnétiques. C'est donc, voilà, moins W magnétique. Moins W magnétique, donc c'est plus DEP. C'est plus DEP. C'est moins WM. C'est moins WM, donc c'est plus DEP. Donc c'est EP de 0. Voilà. Pardon, c'est plus DEP. Voilà, c'est plus DEP. Donc là, je dois mettre DW, c'est ça, c'est plus DEP. Exactement le travail de l'opérateur, donc c'est plus DEP. C'est plus DEP, donc de 0 jusqu'à pi. Donc P c'est moins MB0, c'est ça, c'est ça. Donc c'est plus DEP. Notez bien s'il vous plaît, donc le travail de l'opérateur, c'est pour vaincre les forces magnétiques. C'est pour vaincre les forces magnétiques, c'est moins DWM. Donc, le travail de l'opérateur, il faut écrire DWOP, c'est moins DW magnétique. C'est-à-dire, c'est moins le travail des forces de la place. C'est moins le travail, c'est pour vaincre les forces de la place. Or, le travail spontané, donc, c'est moins D2EP. DWM, c'est moins D2EP. Donc, finalement, DW opérateur, c'est D2OP. Donc, là, c'est DW opérateur. Donc, c'est bon. C'est bon. Et là, donc, je remplace ici. Voilà. C'est plus. Là, donc, vous avez 0. Et là, vous avez pi. Voilà. Donc, alpha égale à pi. Voilà, donc, moins alpha égale à 0. Donc, là, c'est... Donc, vous avez EP de alpha, c'est moins. Donc, WOP, c'est moins MB0 cosinus pi. Moins MB0 cosinus pi.
moins MB0 cosinus 0. Voilà. Donc là, c'est MB0. Voilà. Moins MB0. Donc finalement, c'est WOP, c'est 2 fois MB0. C'est 2 fois MB0. Voilà donc le résultat final. Voilà le résultat final. Donc, tout à l'heure, on a commis l'erreur de confondre WOP avec le travail des forces magnétiques. Au contraire, le travail, donc je vais essayer de donner plus de précision ici. Voilà. L'énergie potentielle est convertie en travail magnétique, en travail des forces magnétiques. C'est moins dWm. Voilà. L'opérateur, lui, il donne un effort pour vaincre les forces magnétiques. Donc, son travail, c'est moins le travail des forces magnétiques, parce qu'il doit contrarier les forces magnétiques. Je donne un exemple. Ici, si vous avez un aimant, vous avez B0, vous avez B0 dans ce sens, et vous avez un aimant. Un aimant, voilà, qui est bien aligné au champ. Pour retourner l'aimant, eh bien, il faut de la sueur, surtout s'il s'agit d'un électroaimant. S'il s'agit d'un électroaimant, ce n'est pas simple de le tourner. Il faut vraiment un effort considérable. S'il s'agit d'un électroaimant géant dans un champ intense, à ce moment-là, il vous faut un engin. Il vous faut un engin, c'est-à-dire une personne ne suffit pas aux deux donc, pour retourner. Donc, il y a bien un travail qui doit vaincre les forces magnétiques. Or, les forces magnétiques, c'est le travail spontané. Et un travail spontané, c'est comme le poids et l'énergie potentielle. Vous avez D2EP, vous avez le travail du poids, c'est moins D2EP, c'est la diminution. Donc, l'opérateur doit vaincre les forces magnétiques. Donc, il doit fournir un travail qui est égal à moins WM. Or, moins WM, c'est bien D2EP. Donc, en fait, le WOP, c'est tout simplement l'intégrale de D2EP en allant de 0 de la position initiale jusqu'à la position finale. Donc, c'est EP pour alpha égale à pi, moins EP pour alpha égale à 0. Voilà. EP pour un alpha donné, c'est moins EP pour un alpha donné que alpha, c'est moins M B0 cosinus de alpha. Donc, je remplace ici, ça va me donner moins M B0 cosinus pi, moins, le moins ici, je le place, moins, entre parenthèses, moins M B0 cosinus 0. Moins M B0 cosinus pi, c'est moins 1. Moins M, ça me donne plus M B0 cosinus de 1. Cosinus 0, c'est 1, fois 1. Donc, fois 1. Donc, fois 1. Cosinus 0. Donc, ça me donne finalement WOP. Le travail que je cherche, WOP, c'est moins et moins, ça donne plus, c'est 2 fois M B0. Voilà le travail donc, que je cherche. C'est l'objet de la question 3. C'est la dernière question de l'exercice 1 de la série 3. Alors, comme j'ai dit, il reste à montrer que gamma O est égal à M vectoriel B0. Et bien ça, je vais vous le soumettre en PDF. Donc, il sera déposé donc, à l'unité. Il sera déposé dans la section 1. La démonstration du résultat gamma
O égale à m vectoriel B0. Sinon, vous pouvez vous contenter de l'analogie, mais je vais quand même vous le soumettre pour les gens intéressés. Donc, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions concernant cet exercice? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, s'il n'y a pas de questions, donc c'est à la semaine prochaine, Inch'Allah, et bon courage. Vous aurez des enregistrements du cours et de cette séance de TD donc, à la plateforme. Donc, s'il n'y a pas de questions, je souhaite à tout le monde de bonne chance et bon courage au futur chéri. Donc, à très bientôt.